l'invitation. Merci à Mirazbin pour cette invitation. Et mon intervention va être essentiellement, je dirais, consacrée un peu à quel est notre rapport à la Palestine et quel type de solidarité, éventuellement, on peut apporter à la Palestine dans ces temps difficiles. Alors, j'ai entendu un certain nombre de choses depuis ce matin et juste avant. Et je pense que ce que nous partageons tous aujourd'hui, qui n'était pas le cas encore avant, c'est probablement une certaine lucidité. Pas être réaliste, mais être lucide. Parce que lorsqu'on dit on est réaliste, parfois, ça veut dire qu'on accepte un peu le fait accompli. C'est une réalité qu'on ne pourrait pas changer. Mais lucide. Et pourquoi lucide? Parce que certainement, on vit depuis un certain nombre de mois, sinon au moins une année, un tournant important et probablement la fin d'un cycle. La fin d'un cycle de solidarité avec la question palestinienne. Je crois que ça a été dit, il y a un certain nombre de mots qui ont été prononcés. On a parlé d'apartheid, on a parlé de Trump, sa politique. On a parlé du rôle d'un certain nombre de pays du Golfe, nouveaux, importants. On a parlé également de la difficulté aujourd'hui pour l'autorité palestinienne. Bref, quand on fait un peu égrener un peu ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut être que lucide. Et je crois que la fermeture de ce cycle doit aussi nous amener probablement à réfléchir pourquoi on en est arrivé là et éventuellement comment sortir de cette situation de cette impasse et avec quelle stratégie. Qui dit acteur dit les stratégies nouvelles en fonction du cycle. Mais auparavant, je ne vais pas faire de longue histoire parce que je ne vais pas vous abreuver de la longue histoire, comme dirait pas seulement Brodel, mais quelqu'un d'autre l'a dit avant lui. On cite souvent Brodel, mais celui qui a parlé et qui a fait de la longue histoire, c'est d'abord Ibn Khaldoun, suivi d'Arnold Toynbee, et qui a été repris par la suite par Brodel. Non, je vais me consacrer à notre contexte hexagonal et européen. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut savoir qui nous sommes et d'où nous parlons. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation. Et je crois qu'aujourd'hui, la situation nous impose au moins de revoir quel type de schéma, jusqu'à maintenant, a imprimé la solidarité vis-à-vis de la question palestinienne, notamment à travers un certain nombre d'acteurs qui sont un certain nombre ici. Il y a le représentant de l'EGFP qui a parlé, un acteur important comme le professeur Gouverneur, même si c'est à titre personnel. Donc bref, nous voyons ici, et également, il y a ici ce qu'on appelle des acteurs qui réfléchissent, des acteurs qui sont impliqués, des acteurs qui sont engagés, d'autres qui sont solidaires. Et pour le faire, j'aimerais simplement rappeler en France quels ont été un peu les repères de cette solidarité historique avec la Palestine. Je crois que c'est important d'avoir quelques repères dans la tête. Alors oui, l'arrivée de Trump au pouvoir en janvier 2017 ouvre un nouveau cycle dans les relations internationales et bien entendu dans la gestion de la question palestinienne. Et donc la Palestine y échappe pas. Les décisions clés de Trump sur le conflit palestinien sont éloquentes. On les a citées. Du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, à l'arrêt par Washington des financements à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, en passant par le silence sur les colonies, pour ne pas dire leur fort encouragement, et enfin la fameuse offre dite l'offre du siècle, et que les Palestiniens appellent Safhat al-Qarn, donc la claque du siècle, bouleverse durablement la gestion du dossier palestinien.
Et par conséquent, le mouvement de solidarité avec la Palestine est et sera fortement impacté et forcément se trouve aujourd'hui dans une charnière dans cette nouvelle phase. Et on assiste véritablement à un paradoxe. Au moment même où il y a unanimité, à la fois chez les organisations politiques, institutionnelles, sur le plan international, non seulement sur la légitimité de la cause palestinienne, mais plus encore, un consensus, personne ne le discute, un consensus fort, acté juridiquement, sur le droit du peuple palestinien à avoir un État palestinien. Au même moment, tous les jours, on peut dire que, lucidement, on assiste à un reflux de soutien de la part de ce qu'on appelle communément les militants, de manière importante, de soutien à la cause palestinienne. Au même temps, il y a un reflux. Comment on peut le repérer? Bien, pour ceux qui suivent régulièrement, eh bien, les événements marquants, l'histoire de la Palestine, ceux qui sont régulièrement commémorés depuis une quarantaine d'années, la Nakba, la Journée internationale avec les réfugiés, et ainsi de suite, eh bien, quand vous y allez, vous constatez que le nombre de ceux qui y participent se réduit comme un pot de chagrin. On y constate, on y vient parce qu'on se sont impliqués, on y vient parce que, effectivement, on se sent concernés, mais globalement, ce sont les mêmes qu'on y voit régulièrement. Et c'est un signe important. J'en ai pour preuve la dernière commémoration de la Nakba en France et à Paris, qui a réuni à peine, peut-être, à vue d'œil, peut-être 200 personnes. C'est quelque chose qui doit nous amener à réfléchir et à être lucide. Évidemment, les communiqués ne cessent tous les jours sur ce qui se passe. Alors, quelles sont, à notre avis, à mon avis, les causes probablement de ce reflux et de ces situations qui donnent l'impression d'une impuissance d'agir sur le devenir de la question palestinienne, même si, j'y reviendrai, le BDS est présent, même si, effectivement, il y a une interpellation de la CPI, je reviendrai. Rappelons d'abord que le mouvement de solidarité en France est passé par plusieurs étapes. Je vais les rappeler. Il y a eu ce qu'on appelle la période des années 60. La période des années 60, pour ceux qui l'ont connue, ça a été essentiellement la lutte pour la reconnaissance qu'il existe un peuple palestinien. Essentiellement à l'époque, ça a été dit par l'ambassadeur Rambo, essentiellement à l'époque, les Palestiniens étaient vus comme des réfugiés. Et donc la question était essentiellement observée à travers les lunettes de la cause humanitaire. Il fallait trouver, aider ces réfugiés d'une manière humanitaire. Et je rappelle, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, c'était essentiellement illustré à l'époque par deux revues dites intellectuelles importantes qui dominaient le champ intellectuel français, la revue des temps modernes, l'Esprit, qui, jusqu'en 70, parlait essentiellement des Palestiniens comme des réfugiés. Il y a eu 1974, et on assiste à un changement. De 1974 à 1989, c'est la reconnaissance de l'OLP comme représentant enfin légitime du peuple palestinien. Et donc, un acte politique majeur. Le cercle de soutien, avec émergence d'un certain nombre d'acteurs et d'associations, s'est élargi. Et par conséquent, ce cercle de soutien se trouve légitimé par la visite de Yasser Arafat à Paris en 1989. Et tout d'un coup, le cercle a agrégé de plus en plus d'acteurs de soutien à la question palestinienne. La troisième période, c'est 1993
2006, le grand espoir de la création d'un État palestinien avec la signature des accords d'Oslo de 1993. Le mouvement de solidarité s'amplifie, épouse trait pour trait, virgule pour virgule, et défend avec acharnement les accords d'Oslo, s'investit dans le soutien de l'autorité palestinienne. On voit même émerger un autre type de militantisme qui était le soutien et même le financement de projets de développement en Palestine à travers les ONG. Je peux donner un exemple qui est par exemple le soutien, un des exemples, on prend plusieurs, mais par exemple un espèce de crowdfunding, c'est-à-dire de financement participatif à une chambre de conservation des fameuses dates palestiniennes dans la vallée du Jourdain, qui a permis de faire un crowdfunding dépassant 70 000 € à l'époque. Mais il y en a d'autres. De la quatrième période, 2006-2014. 2006-2014, vous voyez ce que je veux dire, c'est les fameuses élections en Palestine qui voient le Hamas remporter les élections. Et en 2007, le Hamas qui prend le pouvoir dans la bande de Gaza. Et là émergent des accros, des discussions au sein du mouvement de solidarité, des interpellations. C'était les premiers accros, les premières interrogations. Quel type de solidarité? Est-ce qu'on continue ou pas de la même manière? Et des débats assez rudes au sein de mouvements de solidarité en France envers la question palestinienne. Et enfin, 2014-2017, et on y vient, c'est, je dirais, la période du soft power, si je peux l'appeler un peu, de la période Obama. On a vu arriver ce président qui avait donné de bons gages, notamment avec son fameux discours du Caire. On y a cru, en tout cas en apparence. Et ceux qui, plus ou moins, s'interrogeaient sur la finalité et sur la viabilité des accords d'Oslo reprenaient un peu de souffle, un peu d'oxygène. Disons que probablement, il va nous conforter dans ce sens. Or, rapidement, la politique d'Obama a montré ses limites et que la défaite d'Obama devant le lobby israélien américain, l'AIPAC, donc l'American Israeli Political Affairs Committee, a définitivement scellé l'espoir que la politique d'Obama pouvait un peu perfuser, j'allais dire, les accords d'Oslo. Et tout d'un coup, cet fameux acteur qui est les États-Unis, qu'on appelle l'honest broker, c'est-à-dire l'intermédiaire honnête pour aider à résoudre la question palestinienne, s'affaisse. L'accroissement des colonies continue. On passe d'une approbation à plutôt un acquiescement résigné. Et donc, on assiste à l'annexion rampante du territoire palestinien. Je vais terminer. Dans ces conditions, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un épuisement définitif, et l'ambassadeur l'a confirmé. Il y a un an, l'ex-ambassadrice, qui a duré 25 ans en France et à Bruxelles, l'a encore rappelé, définitivement est scellé ce qu'on appelle les accords d'Oslo, et donc la voie diplomatique pour résoudre la question palestinienne. Mais dans ce contexte, au moins, j'ajouterai 3 éléments qui sont non des moindres. Premièrement, l'émergence des mouvements populistes en France et en Europe, avec l'extrême droite, qui s'allie et qui soutient la politique de Netanyahou, dans laquelle il trouve une légitimité. J'y ajouterai également un autre élément qui est, j'allais dire, la criminalisation
du mouvement de soutien, donc de solidarité, avec l'adoption de la fameuse définition de l'antisémitisme, on en a parlé, et enfin l'adoption par la Knesset de la loi de l'État-nation. Tous ces éléments concourent à dire aujourd'hui que dans ce contexte, le mouvement de solidarité vis-à-vis de la question palestinienne porté par un certain nombre d'acteurs aujourd'hui doit se poser la question de la stratégie, et que la stratégie qu'il a adoptée maintenant est définitivement révolue. Alors, quelle serait la perspective? Dernier élément. C'est terminé, je suis désolé. Quelle serait la perspective? Quelle serait la perspective d'une dernière phrase? Je pense que la perspective, c'est aujourd'hui, tous les acteurs de la solidarité internationale s'assient ensemble et réfléchissent ensemble à définir une nouvelle stratégie vis-à-vis d'un État qui est l'État d'Israël, qui a décidé définitivement d'annexer les territoires et de créer un seul et même État. Quel serait le devenir des Palestiniens au sein de cet État? Merci.